Très bien. Et donc, nous poursuivons notre ordre du jour avec la délibération concernant l'exploitation du parking de stationnement du stade de Chambéry. Et c'est Martin Noblecourt qui la présente. Très bien, merci Madame la Présidente de séance. Je vais vous présenter ce soir le choix de l'exploitant du service public portant sur l'exploitation du parc de stationnement du parking du stade de Chambéry et le projet de contrat. Donc vous avez eu l'ensemble des annexes, nous avons essayé de faire un dossier relativement complet, donc je vais faire une présentation plutôt synthétique, surtout que nous avons eu l'opportunité d'en parler en commission, donc je vais revenir rapidement sur la procédure elle-même. Donc le choix avait été fait en décembre 2019 d'une mode de délégation de DSP pour l'affermage de ce futur parking. Cette caractéristique a été confirmée par délibération du 9 mai 2022 qui autorisait à lancer la procédure de consultation. Donc la consultation a été lancée après un temps de préparation tout à fait habituel le 4 novembre 2022 avec la publication au bulletin officiel des annonces et marchés publics. Et le DCE a été transmis aux entreprises. La date limite de remise des offres était en décembre 2022, le 14, et la commission de CDSP de délégation de service public s'est réunie le 6 janvier 2023 afin d'analyser les candidatures et les offres reçues. Donc, comme habituellement, la minorité comme la majorité de Chambéry sont présents à la CDSP. Donc, comme vous le savez déjà, nous avions reçu un seul dossier de la part de la société Q-Park France, qui était donc conforme aux exigences du règlement de consultation. Et donc nous avons pris acte et proposé donc de l'acceptabilité de l'offre et proposé à l'exécutif d'inviter donc le candidat unique à une phase de négociation. Donc la négociation s'est déroulée donc après les premières réunions le 10 janvier, une deuxième réunion le 1er mars 2023 et différents échanges. Et donc je vais vous présenter les éléments essentiels du résultat. Donc effectivement, nous partions d'un point de départ en fait demandé par l'entreprise, donc d'une compensation par la collectivité, qui était donc de 880 000 €. Et donc après une négociation que nous avons menée de concert avec Isabelle Duneau, cette proposition, cette demande de compensation est descendue à 520 000 € hors taxe, ce qui revient à, en année pleine, année normale si on peut dire, 65 000 € pour la ville. Donc pourquoi cette compensation? Eh bien, c'est pas très compliqué. En fait, le candidat nous a proposé un compte d'exploitation prévisionnel en calculant les recettes qu'il a récupérées auprès des différents futurs usagers de ce parking, donc essentiellement les pompes funèbres et le stade aqualudique. Il a fait une estimation de fréquentation basée sur les chiffres qui étaient déjà connus depuis longtemps sur la fréquentation du stade et rajouté quelques fréquentations additionnelles de riverains. À cela, il a déduit les investissements qu'il devait faire, ses charges de personnel et les charges diverses, et ce qui a amené donc, et son résultat évidemment, ce qui a amené à ce chiffre-là. Donc ce que nous avons négocié pendant la négociation, c'est essentiellement d'avoir réduit le volume d'investissement, puisqu'il y avait des choses que nous estimions quelque peu superflues dans le chiffre. Donc là, les investissements portés par le futur délégataire ont été réduits au strict minimum. Et nous avons aussi négocié sur, évidemment, les recettes dans la mesure du possible, même si tout cela était quand même basé sur des chiffres venant de tiers, en fait. Donc ce n'était pas quelque chose sur lequel il y avait une grande marge de négociation. Et essentiellement les dépenses principalement de personnel avec un niveau de service que nous avons aligné sur les autres parkings de la ville puisque cela nous paraissait justifié. Donc voilà le résultat essentiel. Et l'autre point important à mentionner, c'est que nous avons donc négocié une redevance qui est donc très limitée, puisque ce n'aurait pas de sens de mettre une redevance plus importante que la ville aurait dû compenser. Hein. C'est des vases communicants, donc une redevance de 1 000 € par an. Et en revanche, ce que nous avons acté, c'est négocié, c'est qu'au-delà d'un certain seuil de chiffre d'affaires, donc qui est fixé à 370 000 €, qui correspond en fait au compte d'exploitation prévisionnelle, donc à ce que le candidat a estimé en fait comme recette prévue, et donc sur laquelle il a calculé donc la fameuse compensation de la ville. Donc au-delà de ce montant, 75% de l'excédent constaté. Non, pardon, c'est c'est
du CA réel jusqu'à 370 000. Excusez-moi, je me suis mal exprimé. 75% est reversé et au-delà des fameux 370 000, c'est là qu'on passe à 90%. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre de ça en simplifié, c'est qu'au-delà du chiffre d'affaires qu'a prévu le candidat, 75% de toutes les recettes iront en redevance à la ville. Ce qui veut dire que finalement, si le parking fonctionne mieux que ce qui est attendu en l'état actuel en fait, des équipements qui sont autour, toutes recettes supplémentaires, enfin pas toutes, les 3/4, excusez-moi, des recettes supplémentaires, puisqu'il y aura forcément un peu de surcoût pour les délégataires aussi, iront à la ville. Donc c'était une négociation, évidemment, quand on a un seul candidat qui n'était pas forcément totalement équilibré, mais sur lequel nous avons mis tous nos efforts pour aboutir à ce résultat qui finalement n'est pas déshonorant pour la ville. Voilà pour la présentation des aspects factuels de la délibération. Et je vais faire une petite conclusion en guise de plus prise de recul. Donc, au-delà des résultats de la négociation, l'attribution de cette délégation de service public est la conséquence de 2 décisions passées. Donc, la première, c'était l'attribution des autres parkings de la ville à Q-Park en 2018, ce qui limite de facto les possibilités de concurrence. Donc là, effectivement, c'est un choix qui a été pris. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la principale faiblesse du modèle de la DLSP, et on le connaît, c'est qu'elle met les collectivités en situation de dépendance d'une bonne concurrence pour s'assurer de conclure des contrats équilibrés. Quand la concurrence n'est pas là, on le voit, les possibilités de négociation sont très limitées. Donc voilà, je ne vais pas discuter ici ce choix qui a été pris il y a plusieurs années. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que pour le parking du stade, il n'était plus possible d'envisager une autre gestion. On en avait déjà parlé lors du choix du mode de gestion, évidemment. En effet, gérer, parce que l'alternative, ça serait de gérer en régie, on en avait déjà parlé, un parking unique, ça entraîne des charges de fonctionnement bien plus importantes, puisqu'on perd l'effet d'économie d'échelle. Ça veut dire disposer d'un personnel toute la semaine, 24 heures sur 24, pour que le parking soit ouvert, donc ce qui nécessite plusieurs ETP, alors qu'actuellement, on nous propose moins d'un ETP mutualisé, grâce aux moyens mutualisés du fait que le candidat gère plusieurs parkings. Donc le surcoût en régie serait considérable. Donc de ce fait, ce que nous pouvons espérer, c'est que la remise en concurrence, puisque je le rappelle, la date de la fin de cette DSP, on en avait déjà parlé, est fixée sur la même échéance que celle du parking du Palais de Justice. Ce qu'on peut espérer, c'est que la remise en concurrence de ces 2 parkings intéressants, donc le parking du Palais de Justice qui a un modèle économique établi, et le parking du Stade qui, on l'espère, d'ici 8 ans aura aussi un modèle plus solide, permettra d'avoir un modèle plus vertueux pour la ville, une gestion plus directe. Donc il ne sera sans doute pas une régie, même s'il est tôt pour le dire, parce que pour 2 parkings, vous gardez les mêmes problèmes d'économie d'échelle que pour un. Mais le temps sera là pour réfléchir à d'autres modèles de mutualisation avec des collectivités ou leurs instruments peut-être, ou d'autres acteurs. Donc ça, c'était pour la première décision. La deuxième décision qui nous a amené ici, c'est bien entendu le choix de réaliser ce parking, et donc de construire le projet de stade et parking associé qui a été fait en 2020, tel qu'il avait été conçu sous la mandature précédente. Donc je ne vais pas gloser là-dessus, mais nous avions été un certain nombre alertés sur le modèle déficitaire prévisible de ce parking et appelé à de nos voeux un autre projet plus économe pour la collectivité. Ce n'est pas le choix qui a été fait à l'époque et je ne le remets pas en question, dont acte. Cependant, je voudrais juste rajouter que, pour rappel, nos obligations climatiques pour assurer une planète vivante à nos enfants nous imposent une transformation profonde de nos mobilités. La stratégie nationale bas carbone, à côté de l'électrification et de la performance énergétique des véhicules, fixe des objectifs de report modal et de maîtrise des déplacements, afin, je le rappelle, d'atteindre la neutralité carbone du secteur des déplacements en 2050, alors que les transports représentent actuellement le tiers de nos émissions de gaz à effet de serre, c'est le plus gros poste émetteur. Nous nous battons évidemment d'un côté pour encourager le développement de l'offre en mobilité douce, transport en commun, infrastructures cyclables, on a eu l'occasion de le répéter en début de conseil. Je tiens juste à nous rappeler collectivement qu'il faut être cohérent en n'encourageant pas la mobilité automobile. Ce sera donc notre responsabilité collective, alors que nous allons ouvrir un nouveau parking de 430 places, d'accélérer la suppression de places de stationnement en voirie afin de ne pas encourager une augmentation du trafic automobile qui doit décroître à l'avenir, même si c'est compliqué pour les habitantes et les habitants, nous en sommes pleinement conscients. Je suis pleinement confiant sur le fait que nos collègues qui travaillent sur la transition écologique et les mobilités durables s'assureront de ces cohérences et continueront de porter avec la force qu'ils le font déjà cette ambition qui est aussi une obligation. Pour conclure, j'ai présenté cette délibération car j'estime avoir, en lien étroit avec Isabelle Duneau, je l'ai dit, fait le maximum que nous pouvions pour obtenir un contrat dont le coût est somme toute relativement limité pour la ville, on parle de 65 000 €. Néanmoins, et en parfaite cohérence avec mon vote de 2020 et mes positionnements passés, je ne peux cependant me satisfaire en l'état de la réalisation de ce parking et de cette DSP. Je ne prendrai donc pas part au vote sur ma propre délibération.
Cela paraîtra sûrement acrobatique à certains, mais me paraît le plus cohérent avec mes positions. Je ne me formaliserai évidemment pas si d'autres élus en font autant. D'ailleurs, par cohérence, je ferai de même sur les délibérations suivantes liées, sans aucune remise en cause, bien entendu, de la confiance que j'ai en Pierre Brun, et nous avons évidemment déjà pu en échanger. Ce positionnement n'appelle pas forcément à relancer des débats passés ni à polémiquer, même si, bien entendu, l'expression reste toujours libre au sein de cette enceinte. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, je ne sais pas si... Ah, monsieur Chassot, oui, j'en prie. C'est étonnant, je pensais pas. Vous mimez bien la surprise. Vous auriez dû faire du cinéma. Monsieur Noblecourt, je trouve que votre prise de parole ce soir est beaucoup plus, en tout cas, moins offensive. En tout cas, le départ était bien moins offensif que la présentation que vous nous avez faite en commission. J'étais même, du coup, surpris. Mais je vois qu'à la fin, effectivement, vous ne pouvez pas vous empêcher, comme vous le faites depuis le début du mandat, de charger vos prédécesseurs qui, effectivement, et vos collègues qui n'auraient pas fait le travail. Alors, sur ce sujet de la DSP, nous, d'une manière générale, et je vous l'ai dit en commission, nous trouvons dommage, en fait, que la CDSP ne se soit pas réunie pour discuter et valider le rapport, du coup, de l'exécutif qui est soumis au vote et qui est, du coup, soumis à délibération ce soir. Effectivement, vous l'avez dit, là, il n'y a qu'un seul candidat, mais moi, j'espère très sincèrement que pour les prochaines, et notamment pour la DSP de la restauration scolaire et du chauffage urbain, nous aurons une présentation, une discussion, et que le rapport qui sera soumis au maire ne sera pas le rapport de l'élu en charge de la négociation, mais plutôt de l'ensemble de la commission. Alors, vous avez déjà fait une réponse en commission, qu'effectivement, ce n'est pas obligatoire de réunir la CDSP, mais pour ma part, je croyais naïvement que vous étiez engagé à changer certaines pratiques pour plus de démocratie. Et là, pour le coup, vous en avez le pouvoir. Donc je l'ai dit, en commission et en CDSP, vos propos sur l'offre que Q-Park avait déposée étaient, la première offre était scandaleuse. C'était vos propos, et que la ville ne pouvait accepter cela. Alors vous avez négocié, vous l'avez dit, hein, chacun sera juge pour savoir si vous avez bien négocié et si Q-Park est allé au maximum de ses possibilités. Mais en commission, et là ce soir aussi, vous n'avez pas l'air satisfait de l'offre finale faite à la ville. Nous allons donc voter. J'ai entendu, pour le coup, vous n'allez pas voter, mais nous allons donc voter, valider une offre qui ne vous convient pas. Visiblement, il n'y a pas qu'à l'agglomération sur lesquelles des délibérations sont présentées, pour lesquelles les élus ne sont pas en phase. Mais pour ça, ce soir, vous ne pouvez pas blâmer le maire. Il vous faut donc trouver un autre coupable. Et bien évidemment, le coupable facile, c'est l'équipe précédente, puisqu'il n'aurait pas fallu confier les parkings à un seul opérateur. Imaginez les élus d'opposition, ce qu'ils auraient pu dire si nous avions souhaité confier les parkings à plusieurs opérateurs différents, ou en fonction des conseils municipaux, vous êtes défendeur de DSP pour la restauration scolaire, et là, ce soir, vous critiquez les DSP pour les parkings. Il vous faut, selon vous également, nous n'aurions pas dû construire le parking sous le stade, ou même, pire, ne pas construire le stade. Le parking, et ce n'est pas Isabelle Duneau qui me contredira, le parking doit s'intégrer, et c'est votre travail de l'intégrer dans une stratégie d'ensemble et d'une stratégie de stationnement d'ensemble sur la ville, au même titre que les autres parkings. Et moi, je suis certain qu'une fois que le parking sera en service, nous sommes certains qu'une fois que le parking sera en service, vous vanterez ses mérites, comme aujourd'hui vous vantez les mérites du parking Ravet, qui vous aura permis de pouvoir supprimer des places de stationnement sur l'avenue du Comte-Vert ou sur l'avenue Jean Jaurès pour pouvoir libérer des places et pouvoir construire des pistes cyclables. Voilà. J'attends avec une certaine délectation les prochains magazines ou les prochains articles qui effectivement se réjouiront de la construction de ce parking. Mais ce parking et ce stade, ce n'est pas nous
qui l'avons voté. C'est pas l'équipe précédente, c'est vous, c'est ce mandat qui a appuyé sur le bouton de démarrage du stade. Vous l'avez tous validé, donc c'est autant votre projet que le nôtre. Mais en fait, ce soir, c'est simplement parce que vous avez été incapable de lancer la procédure de DSP avant. Il vous a fallu un an entre la première délibération et aujourd'hui, la validation des offres, pour pouvoir trouver un délégataire. Et donc, bien évidemment, votre négociation ne s'est peut-être pas aussi bien passée parce que vous étiez pris par le temps. Et c'est peut-être aussi simplement parce que Q-Park est en position de force après l'avenant du parking gravé, qui leur a permis de gagner plus de 10 millions d'euros supplémentaires sur la durée du contrat. C'est peut-être ça aussi qui fait que vous n'êtes pas satisfait de l'offre de Q-Park. C'est ça la réalité en fait. Vous êtes peut-être dépassé par la masse de travail que représente un mandat à la ville et empêtré dans vos divergences de point de vue. C'est sans doute ça la réalité. Martin Leblecourt, et puis on donnera la parole à Isabelle. Un plaisir aussi d'apporter quelques éléments. Merci. Alors sur la question de la CDSP, bon, je pensais que la discussion en commission aurait suffi, puisqu'effectivement on a déjà acté d'en faire là où c'est pertinent, c'est-à-dire là où il y a plusieurs offres, donc il y a un contenu à discuter, puisque comme vous l'avez bien dit, c'est pas une obligation légale et c'est pas forcément pertinent de faire une commission pour se dire la même chose que ce qu'on se dira en commission, justement. Après, je suis intéressé de voir que vous dites qu'il faut changer certaines pratiques pour plus de démocratie, puisque c'est des pratiques qui avaient cours avant et qu'on est en train de faire évoluer progressivement, donc très bien, peut-être que c'était pas très démocratique avant. Sur le contenu de l'offre, donc juste rappeler ce que j'ai dit, c'est pas que je ne suis pas satisfait de l'offre, et c'est ce que d'ailleurs je crois que ça a été assez partagé avec la minorité. Dans le contexte dans lequel on était, je pense que la négociation a donné un résultat correct. D'ailleurs, la date de lancement n'y aurait rien changé. Moi, ce qui m'insatisfait à titre très personnel, c'est les conditions dans lesquelles on est, mais qui sont liées, voilà, je ne vais pas revenir sur mes propos, à des choix du passé. Et enfin, oui, je pense qu'il y a certains éléments où il n'y a peut-être pas besoin de revenir dessus. Sur la masse de travail, rassurez-vous, tout va bien, Monsieur Chassot. Nous avons un nombre de renouvellements totalement inédit dans l'histoire de la collectivité de DSP, certaines sur plusieurs décennies, et tout se passe très bien. On aura l'occasion de vous en reparler prochainement. Merci, Madame Duno. Oui, merci, Monsieur le maire. Je vous remercie. Moi, je voudrais justement rebondir et saisir l'occasion là de parler de politique de stationnement, parce que je voudrais repréciser nos objectifs. Hein. Bon, je radote un petit peu, mais on l'a voté au conseil municipal d'octobre 2022. C'est pour tout le monde, c'est pour aussi tous nos collègues ici présents. Nos objectifs, ils sont clairs. C'est une meilleure qualité de vie en ville, une ville plus agréable, mais qui soit pour être plus attractive, hein, qui soit plus apaisée. On travaille sur une démarche de ville apaisée, de ville marchable, davantage de sécurité pour tous, pour les piétons, pour les vélos. C'est moins de voitures en centre-ville, qu'elles soient en circulation ou en stationnement. Et donc moins de voitures, sauf pour les personnes qui en ont vraiment besoin. Et c'est des places de stationnement accessibles. C'est charmant ce petit bruit. Des places de stationnement accessibles pour les habitants chambériens. Alors ça, ce sont nos objectifs. Nos actions, et c'est un ensemble d'actions complémentaires. Et ce que nous avons déjà fait, je trouve que depuis le début du mandat, on a bien avancé là-dessus. Notamment une nouvelle tarification en voirie comme en ouvrage. En voirie, c'est pour obliger à une meilleure rotation des places. En ouvrage, c'est une tarification solidaire en voirie pour les résidents, pour les habitants chambériens. En ouvrage, c'est un abonnement à demi-tarif dans les ouvrages pour les habitants et les habitantes de Chambéry, pour leur permettre... Bien sûr, on va vers une décarbonation des mobilités et vers une limitation des mobilités, mais il y a encore quelques véhicules à gérer en voirie, hein, malheureusement. Donc ça, cette nouvelle tarification, elle est opérationnelle, hein, 1er janvier, 1er mars. Il y a eu une extension du stationnement payant dans certains quartiers qui étaient ventousés, excusez-moi le terme, par des pendulaires qui viennent de l'extérieur, pour quand même préserver
une accessibilité, pour réguler le stationnement et permettre une accessibilité aussi là, également aux riverains. On a réalisé quand même des aménagements tout à fait notables, et notamment les maillages cyclables avec l'agglomération qui manquait, c'est côté CAF-Monge, CAF-Curial, et de l'autre côté, avenue des Ducs, Borel, avenue des Ducs qui n'avait pas bougé dans sa physionomie depuis plusieurs décennies. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même des aménagements qualitatifs pour les vélos, pour les piétons, pour les bus aussi, hein. Et donc globalement, on tient les comptes hein, quand même depuis 2016. Il y a il y a 730 places de stationnement qui ont été supprimées en voirie, dont les deux tiers depuis 2020, donc sous le mandat actuel. Donc ça, c'est pour l'actuel. Alors on va y venir, bien sûr. On a hérité à notre arrivée de deux parkings en construction, hein, Cassines et Ravet. Dont la réalisation a été décidée par l'équipe précédente. Alors, évidemment, il y a les capacités de près de 1000 places supplémentaires de ces parkings qui ont facilité la suppression, tout à fait d'accord, des places de stationnement, notamment avenue des Ducs. Bon, on ne va pas réouvrir le débat. On n'aurait pas tout à fait comme ça pour le parking Ravet. On en a longuement parlé, mais on ne va pas revenir là-dessus. Bon, donc, ce parking, il est là, il existe. On l'a finalisé malheureusement comme il était engagé. Mais retournons-nous vers l'avenir. On a de nombreux projets aussi devant nous de cette dynamique nouvelle, hein, parce qu'on a quand même encore accéléré cette ambition de reconquête d'espace public. Il y a plusieurs centaines d'emplacements, de places de stationnement qui vont disparaître d'ici la fin de notre mandat, d'ici 2026, à la fois par des aménagements ambitieux. Hein. On a déjà lancé et largement entamé les concertations et le projet de réaménagement du boulevard du Théâtre. Je citerai par exemple le Faubourg Montmélian à hauteur du collège Jules Ferry. Il y a d'autres projets également, pas très loin, dans le centre-ville ou ailleurs. Et également, à la fois la mise en sécurité obligatoire des passages piétons qui va dans le sens qui s'inscrit dans notre projet de ville marchable. Et tout ça, ça représentera des centaines de places de stationnement. Alors, si on revient plus particulièrement sur le parking du stade, qui focalise certaines critiques, alors, c'est à la fois un contexte un peu différent parce que c'est un équipement, donc il est adossé à un équipement nouveau et en fait à plusieurs équipements nouveaux, comme vous le savez. Il y a le stade, mais il y a le centre aqualudique qui devait construire, je le rappelle, presque 200 de mémoire, 150 à 200 places de stationnement dans son permis de construire. Hein. Bon. Et le centre funéraire. Donc là, ce parking accueille tous les usagers de ces équipements, accueillera, et ça a été la difficulté d'ailleurs lors du délégataire, du futur délégataire, pour chiffrer le chiffre d'affaires de ce futur parking, parce que ce futur parking a vocation à accueillir les usagers de Rubanox, et notamment les premiers utilisateurs de la halle Foseco dès le mois de septembre. Donc ça, c'est pour tous les usagers qui doivent accueillir. Et ce que je dois rappeler là aussi, parce qu'en fait, quand on les supprime, finalement, on les oublie vite, enfin, sauf certains usagers actuels qui les oublient pas, mais la construction du parking, la construction du stade et de son parking dessous, nous avons déjà supprimé de l'ordre de 170 places de parking qui étaient en surface, que ça soit sur le stade, côté centre funéraire ou côté piscine. C'est 170 places. D'ailleurs, c'est assez acrobatique au niveau de la gestion du chantier avec le centre funéraire parce que, bon, c'est pas sans poser de problème. Il y a quand même un certain nombre de personnes qui viennent à des sépultures et qui ne sont pas forcément hyper mobiles. Donc, on a déjà supprimé 170 places. Donc pour nous, ce parking, il est glissé sous la pelouse, hein, il ne consomme pas d'espace et donc, bon, il a vocation à accueillir tout ça. Alors, moi, ce que je voudrais, et on l'a déjà dit en conseil communautaire récemment, la semaine dernière, on l'a dit le mois dernier, au mois de mars, lors du vote du budget,
Et on l'a dit déjà l'an dernier, lors du vote du budget, de l'agglomération, et nous avons une certaine constance sur le sujet. Toute cette politique de mobilité, de stationnement, elle est extrêmement liée aussi, je l'ai évoqué tout à l'heure au sujet de la mise en place de la future ZFEM, elle est extrêmement liée aussi à des progrès substantiels en matière de desserte en transport en commun. Il est évident que c'est aussi un des leviers, que ça soit en termes de desserte, en termes d'amplitude horaire, en termes de fréquence, desserte en transport en commun et parking relais à l'extérieur de la ville, pour que les gens qui viennent de l'extérieur stationnent à l'extérieur et prennent des transports en commun et ne viennent pas dans le centre-ville, alors qu'il faut au contraire les contenir à l'extérieur sur des parkings relais. Voilà. Donc, bon, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, il y a eu des avancées, qu'on qualifiera peut-être de partiellement suffisantes ou d'insuffisantes et tardives, puisque c'est septembre 23 et voire septembre 24 pour de nouvelles, des dessertes supplémentaires, notamment dans le quartier du Biolay, voire des Monts. Mais c'est vrai qu'il faut jouer collectif sur cette question à la fois de stationnement et mobilité, parce que c'est complètement imbriqué. Il faut aussi que les véhicules de nos concitoyens extérieurs à la ville ne reviennent pas dans l'hypercentre. Je rappelle que pendant 4 jours par semaine, c'est beaucoup, 4 jours par semaine, il n'y a plus de bus chrono après 21h. Donc ça veut dire qu'on est obligé d'avoir un véhicule pour ressortir de la ville. Donc on est obligé d'y venir en voiture. Voilà. Notre objectif, et c'est un leitmotiv, et là aussi je radote, c'est reconquérir de l'espace public, parce moi je suis convaincue, l'espace public c'est notre bien commun à tous, la collectivité, pour d'autres usages, d'autres usagers, autres modes, que ce soit les piétons, que ce soit les cycles, en libérant de cet espace qui est actuellement très largement occupé par la voiture, qu'elle soit en circulation ou en stationnement. C'est ce qu'on a fait sur CAF, c'est ce qu'on fait sur les Ducs, et on continuera de le faire de façon résolue et déterminée. Vous pouvez me croire. Monsieur Chassot, vous voulez répondre? Merci. Répondre, je ne sais pas, mais en tout cas, vous dire et on l'a déjà dit, on partage exactement les mêmes objectifs, en fait, que vous, d'amélioration de la qualité de vie de Chambéry pour les Chambériens, en fait. On a les mêmes objectifs et c'est dans ce sens, et je suis content, en fait, que ce soir, vous reconnaissiez effectivement que le parking Ravet et le parking du stade vous a permis de supprimer ces 730 places, en fait, par rapport à 2016. Nous aurions fait la même chose, en fait, si nous avons conçu Ravet et si nous avons imaginé le parking du stade, c'est bien pour libérer de l'espace en voirie et pour permettre de créer des zones piétonnes supplémentaires. Quant aux pistes cyclables que vous citez, effectivement, elles sont aujourd'hui pérennes, mais elles l'ont été parce que l'équipe précédente, vous avez oublié de le citer, mais l'équipe précédente a préparé le travail, notamment pendant le coronavirus, avec ce qu'on a appelé les coronapistes. Voilà. Le quai Borel, la piste cyclable, ce n'est pas vous qui l'avez imaginé. La piste cyclable entre CAF et Monge, le travail avait déjà largement commencé de concertation avec les commerçants, avec les citoyens, et la piste cyclable, elle était déjà imaginée. Quant à la place et en tout cas aux reproches que vous faites, c'est ce que je ressens à travers vos propos à l'agglomération, qui n'irait pas assez loin, qui n'agirait pas assez. Moi, je vous invite à vous rapprocher du vice-président en charge des mobilités, qui est à votre droite, parce que c'est lui qui est en charge de ces sujets-là à l'agglomération. Donc peut-être mettez-vous d'accord, proposez un plan, et ça sera à lui d'agir dans ce sens pour améliorer le réseau de bus à Chambéry. Donc là aussi, ne faites pas des reproches à d'autres quand vous avez le pouvoir d'agir. Est-ce qu'on a à peu près fait le tour?
Bon, moi je voulais remercier Martin Noblecourt qui a préparé cette délibération et aussi Isabelle Duneau pour ce rappel salutaire qu'elle a fait sur une vraie différence, contrairement à ce qui a été dit, entre les décisions que nous prenons et celles qui ont été prises par le passé. Vous venez de dire que vous n'auriez plus fait de parking. Je ne sais pas si vous n'en auriez plus fait, mais en tout cas, vous en avez fait beaucoup. Et quand on est arrivé, il y en avait un aussi derrière Rubanox. Il y en avait un de 1000 places aussi de prévu sur Vetrotex. Peut-être y en avait-il encore d'autres dans votre esprit, mais il n'y en a plus, en tout cas, que nous aurions nous-mêmes décidé. Dans ce dossier, on va au bout d'un processus qui était engagé il y a bien longtemps, sur un dossier où nous avons dû, et là, pour le coup, je ne vous rappellerai pas, je ne ferai pas l'injure de vous rappeler les difficultés que nous avons eues pour aller chercher des subventions qui n'étaient jamais décidées avant notre arrivée, à tel point que vous avez fait l'appel d'offres des travaux pour cet équipement sportif et que vous n'avez pas pu attribuer en conseil municipal les lots des entreprises car vous n'aviez pas voté le budget qui aurait permis la réalisation de cet équipement que nous livrerons prochainement et vous serez invité à l'inauguration. Je veux remercier d'ailleurs au moins 2 collectivités territoriales qui ont tenu leurs engagements, au moins 2. L'AGLO, qui jusqu'à maintenant nous suit sur cet équipement sportif, et le département, contrairement à d'autres. Nous y reviendrons probablement plus tard, y compris le jour où tout le monde se réjouira de cette réalisation qui sera effectivement inaugurée par nous-mêmes. Le mode de gestion du parking, je veux le rappeler, le mode de gestion avait été délibéré avant que nous ne soyons élus, l'affermage, puisque c'est en 2019 que la décision a été prise. Et nous aurions pu, comment dire, par simplicité, dire que la gestion de ce parking sous le stade, nous le confions à la société que vous aviez choisie et pour laquelle vous avez lié son avenir avec la ville pendant 30 ans, à travers une convention toxique, je le dis, à travers une convention toxique, que vous avez scellée pendant 30 ans. Et nous aurions pu faire une gestion à partir de la durée qui reste effectivement à courir sur la délégation Q-Park. Et vous ne pouvez pas laisser penser que nous aurions pu le faire en régie, car le coût aurait été encore plus important. C'est pour cela que nous le faisons pour une durée très limitée, 8 ans, pour permettre à l'équipe qui arrive en 26 de pouvoir, en 26, relancer une réflexion sur le mode de gestion qu'il choisira pour ce parking comme sur celui du palais de justice pour faire masse. Et parce que nous aurons suffisamment alors de place, nous intéresserons plus d'opérateurs qui seraient intéressés par le seul stade sur lequel vous ne pouvez pas le faire en régie, parce qu'il faut assurer en permanence de la sécurité, de l'entretien, de la présence humaine, et que ça c'est possible lorsque vous pouvez mutualiser un équipement avec plusieurs. Ce n'est pas le cas aujourd'hui sur la disponibilité des équipements de parking. Et moi, je ne veux pas vous laisser dire n'importe quoi, vous laisser croire que les choses étaient aussi simples que vous l'indiquez. Vous nous avez laissé un dossier non financé, je le redis, une DSP toxique qui gèle la situation pour 30 ans. Nous, on n'aura pas ce bilan à l'issue de ce mandat, mais une concession, je le répète, pour 8 ans. Cela permettra donc à la prochaine équipe de reprendre la main sur la politique du stationnement, en partie au moins, malgré le carcan signé en 2017. Le travail qui a été mené par l'adjoint et les services a été extrêmement rigoureux. Je l'ai suivi moi-même, de bout en bout, pour faire respecter les intérêts de la ville, et toutes les étapes de la procédure le montrent. Ces considérations de bonne gestion sont extrêmement importantes, de même que les orientations politiques rappelées par Isabelle Duneau. Administrer
une ville comme la nôtre, c'est un défi passionnant, malgré les moyens toujours plus limités, les attentes toujours plus pressantes. Comme dans d'autres villes, nous nous efforçons de concilier les besoins du quotidien avec la nécessité d'engager des transitions plus globales, plus fondamentales, de long terme. Cela est vrai en termes de méthode et de fonctionnement, mais aussi bien entendu en matière d'aménagement durable et écologique de la ville. On ne construit plus la ville comme vous avez eu l'opportunité de le faire par le passé, car la transition écologique, aujourd'hui, elle s'impose et nos concitoyens l'exigent. Il faut donc se saisir de ces enjeux à bras-le-corps, et c'est ce à quoi la municipalité et ses services s'emploient. Je vais donner des exemples en matière d'urbanisme, bien sûr, avec les OAP que pilote Daniel Bouchet, avec l'ensemble des élus de quartier, les modifications que nous avons demandées à l'agglo sur le PLUI, que nous sollicitons pour contrôler les nouveaux permis de construire, et la densification. Il faut aussi construire pour loger les habitants. La ville continue à se développer, mais avec des règles et un dialogue constant avec les promoteurs comme avec les riverains. C'est un travail très qualitatif. En matière de mobilité, en libérant l'espace public, des véhicules individuels qui encombrent le cœur de ville, mais aussi en facilitant la vie des vélos, des cyclistes. On le voit encore récemment avec la nouvelle piste sécurisée sur l'avenue des Ducs, et que nous devons à cette municipalité, avec l'appui du vice-président chargé des transports et de la mobilité à Grand-Chambéry. C'est nous qui l'avons sorti. Ce dossier était bloqué depuis des décennies. Mais il faut aller plus loin. Et nous irons plus loin sur un certain nombre d'axes qui mènent à Chambéry, et d'ailleurs pas exclusivement sur le territoire de la ville de Chambéry, mais sur des communes périphériques. Et nous solliciterons l'agglomération en ce sens, comme nous nous engageons aujourd'hui, puisque les choses sont parties, dans le dossier de la ville apaisée qui permet de traiter globalement l'enjeu des déplacements en ville. En matière d'aménagement aussi, nous aménageons en végétalisant. Nous décroutons et plantons 2 arbres en considérant ces derniers à leur juste valeur. Et je veux le dire que sous ce mandat, la politique de gestion du patrimoine arboricole a radicalement changé, puisque le nombre d'abattages a diminué de 2/3 par rapport aux années précédentes. On est effectivement dans la rupture, et c'est le jeu démocratique que de reconnaître aussi que sur ces sujets-là, nous ne sommes pas en phase. Nous voyons les choses différemment, mais nous avons été choisis pour cela. Et d'ailleurs, le programme Ville perméable et la charte de l'arbre sont aussi 2 démarches participatives et volontaristes qui illustrent ce changement de fond, cette transition menée à Chambéry. On faisait l'urbanisme par le passé, Daniel Bouchet, qui était architecte, le sait, à travers des plans de voirie. Aujourd'hui, il faut voir les choses différemment. Il faut préserver des aménités, il faut reconquérir des mètres carrés dans des friches, il faut reconquérir des logements qui sont vacants et qui peuvent effectivement être réaménagés. Parce que nous avons un devoir de loger, tout en étant effectivement inscrit dans la stratégie nationale bas carbone de 2050, puisque le bâtiment, c'est aussi le 2e secteur de gaz à effet de serre. Voilà, alors vous auriez pu, d'ailleurs Isabelle, la seule chose, vous avez cité effectivement des décisions qui nous ont amenés à supprimer plusieurs centaines de places de parking en voirie depuis que nous sommes arrivés. Vous n'avez comptabilisé que celles qui étaient autorisées. Il a fallu que j'en supprime qui étaient tolérées. Je pense à la brigade de Savoie, où vous aviez tous les soirs plusieurs dizaines de véhicules qui stationnaient là en toute impunité, gratuitement, ou comme encore parfois sur l'allée Jean Monnet, et le combat d'ailleurs n'est jamais fini. Il faut être vigilant en permanence. Vous auriez pu le rajouter effectivement à votre constat. Voilà. J'en reviens à notre délibération, puisqu'il faut que nous votions les uns et les autres, et je pense que c'est un équipement qui s'inscrit dans un quartier aussi qui sera exemplaire. Celui-là comme d'autres, car je n'oublie pas non plus qu'en termes d'approche environnementale, nous avons réinsufflé tant à Vétrotex qu'à la Cassine une démarche dont vous parliez, mais dont la DDT
n'avaient pas connaissance, à savoir les fameux écoquartiers. C'est la réalité. Voilà. Donc on a une approche effectivement qui est différente. Je pense que c'est tout ce qui fait l'intérêt d'ailleurs du débat public. Il y a eu un choix qui a été fait il y a 3 ans. Nous l'assumons totalement. Et cette ville, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, bouge. Et il aurait pu, Pierre Brun, le dire, car vous parlez de taux de réalisation, mais vous auriez pu citer le montant des investissements qui est loin de nous faire rougir, bien au contraire, et vous le verrez à l'issue de cette mandature, et on pourra faire des comparaisons sur effectivement l'engagement de la ville à la faire bouger positivement. Je vais donc mettre au vote cette délibération. Et Monsieur Chassot, je vous redonne la parole et j'y répondrai si éventuellement il y a nécessité. Si vous voulez, et s'il me semble opportun d'y répondre, j'y répondrai. Parce que je ne peux pas vous laisser dire, Monsieur le maire, que le dossier du stade était mal ficelé, que la DSP était toxique. C'est encore une fois faux. Vous avez beau asséner ces éléments depuis le début de votre mandat, c'est faux. C'est totalement faux. Et si vous le voulez, je peux faire comme je l'ai fait sur la gare routière, puisque vous asséniez depuis le début du mandat qu'il n'y avait pas d'études sur la gare routière. Si vous voulez, je peux envoyer les éléments qui montreront que le stade, le montage financier du stade était parfaitement bouclé et que la DSP n'est absolument pas toxique, contrairement à ce que vous laissez croire. Alors c'est sûr, hein, c'est beaucoup plus facile de donner ces éléments-là plutôt que d'assumer votre responsabilité d'avoir effectivement appuyé sur le bouton de démarrage du stade. Voilà, c'était votre responsabilité, vous l'avez fait. Assumez-le simplement et ne faites pas reposer ça sur d'autres. Et ne prenez pas non plus les éléments qui vous arrangent, Monsieur le maire, dans les chiffres. La durée de la DSP, c'est effectivement nous qui l'avons calé, les 8 ans. Voilà. Vous ne pouvez pas prendre un élément qui vous arrange et en oublier d'autres. Et pour terminer, si aujourd'hui, je reprends votre terme, si aujourd'hui vous pouvez aller plus loin et agir plus, c'est aussi parce que vos prédécesseurs, Monsieur le maire, ont conçu des équipements qui vous permettent d'aller plus loin, qui vous permettent d'agir plus fort pour la qualité de vie de l'ensemble de nos concitoyens. C'est ça la réalité. Alors, je vais vous répondre, je ne conteste absolument pas votre capacité à faire beaucoup de places de parking en silo, en superstructure. On vous le reconnaît. Monsieur Cordier. Oui, merci Monsieur le maire. Au-delà de la question de la DSP du parking qui vient d'être longuement débattue, nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets à propos de ce futur stade municipal, malgré les quelques propos que vous venez de tenir à ce sujet. Et même si je ne doute pas de votre intérêt à titre personnel et de votre soutien aux différentes équipes qui portent haut les couleurs de Chambéry, on a suffisamment l'occasion de se croiser dans les travées des différentes enceintes sportives, nous sommes inquiets, comme beaucoup de Chambériens, au regard de la façon dont ce dossier du stade, globalement, est traité depuis le début par votre équipe municipale. Est-il besoin de rappeler que de nombreux membres de votre équipe ne voulaient pas de ce stade et que si ils voient enfin le jour, c'est grâce au vote de la minorité en décembre 2020. De nombreux membres de votre équipe, à commencer par Madame la première adjointe, ont publiquement déclaré qu'ils n'aimaient pas ce stade tel qu'il a été conçu. De nombreux membres de votre équipe, à commencer par Madame la première adjointe, mais également par le rapporteur du dossier d'aujourd'hui, ont déclaré qu'ils ne voulaient pas de parking sous ce stade. Et de nombreux membres de votre équipe, à commencer par le rapporteur de ce dossier aujourd'hui, ont déclaré qu'ils ne voulaient pas de DSP pour la gestion de ce parking et la position que M. Noblecourt nous a communiquée tout à l'heure le confirme.
Ce dossier n'est pas le nôtre, ce que vous aviez vous-même déclaré dans cette enceinte. Donc c'est dire si le peu d'entrain, et c'est un euphémisme, manifesté par votre équipe sur ce dossier nous inquiète, et ce manque d'entrain ne doit pas se traduire par une conduite, alors je ne dirais pas encore négligente, mais pour le moins distanciée sur ce dossier. Le dernier exemple en date d'il y a quelques jours, début mai, à la commission d'appel d'offres. On a eu communication d'une relance en catastrophe et dans des conditions économiques dégradées, d'un appel d'offres à 280 000 € à peu près, sur les sous-faces des plafonds extérieurs, la fausse économie décrétée par vos équipes s'avérant impossible à tenir. Donc sur ce projet du stade, que constate-t-on? Un retard tout d'abord à l'allumage dans le lancement des travaux, après les atermoiements de votre équipe en 2020, un retard dans la mise en œuvre du mode de gestion du parking, un retard dans la réception de l'ouvrage, un retard et de grandes incertitudes concernant les conditions de mise à disposition et de conditions d'utilisation par les clubs, alors que ceux-ci sont engagés dans la préparation de la prochaine saison, et ce qui crée une incertitude qui leur est profondément dommageable. Et au final, un retard dans la mise à disposition des clubs utilisateurs. De nombreux supporters auraient rêvé d'un choc Chambéry-Lyon en Coupe de France pour inaugurer la nouvelle vie du stade municipal. Donc, Monsieur le maire, nous souhaitons donc une mobilisation et une détermination sans faille de vos équipes pour la bonne réalisation enfin de ce stade. Et ma question est simple. Pouvez-vous nous assurer, pouvez-vous assurer aux clubs utilisateurs que le dernier match du Soc Rugby à Magère a bien eu lieu le 29 avril dernier, comme cela a été annoncé par vos services, et que le dernier match du Chambéry-Savoie Football à Magère aura bien lieu le week-end prochain? Bien, on voit que vous êtes bien loin de... Monsieur Martin Noblecourt va vous répondre. Vous êtes vraiment très très loin de la réalité. Juste deux mots, puisque j'ai été nommément cité, donc je réponds par politesse. Sur la question, en fait, c'est vrai que c'est un petit peu inhabituel, je pense, dans ce type d'enceinte, de pouvoir à la fois exprimer finalement ce qui est de l'ordre du désaccord politique, presque philosophique, et de porter loyalement un dossier parce qu'on est solidaire de sa majorité. Donc moi, c'est ce que je fais, c'est mon éthique. Donc remettre en cause en fait la qualité du travail qui est fait ou notre compétence. Je vais juste vous inviter à nous apporter des preuves, en fait, plutôt que des ragots. Voilà. Après, sur le dossier spécifique que vous citiez du marché, effectivement, c'est ce que je pourrais qualifier de temporisation, pour voir si en fait, une prestation additionnelle était nécessaire ou non. Il s'est avéré qu'elle l'était, on l'a rajoutée. C'était une économie qu'on pensait pouvoir faire, qui n'a pas été faite. Le surcoût, il est quasi inexistant. En fait, il faut bien garder en tête, c'est vous qui étiez en CAO, non? Oui. Voilà, qu'il y a un surcoût affiché qui est lié au fait qu'en fait, il y a une indexation des prix des matières premières, et que quand bien même on aurait réalisé la prestation maintenant, eh ben le coût il n'aurait pas été celui qui a été attribué au départ, puisque les marchés sont indexés, en fait, y compris quand on les a passés il y a 2 ans. Donc voilà, le surcoût était tout à fait insignifiant à l'échelle de l'opération du stade. Donc oui, effectivement, on pourrait nous accuser d'atermoiement sur quelque chose qui doit représenter comme... j'ai du mal à calculer de tête, ça doit être 0,01% du budget, un truc comme ça, si je calcule bien. Et enfin sur la question de la mise, du délai du chantier, bon, c'est pareil, on pourrait un peu gloser, on l'a fait en commission sur les durées de réalisation de ces très gros chantiers, il est assez traditionnel qu'il glisse. Je m'interrogeais sur le chantier du musée savoisien, qui a une magnifique réalisation, on l'a dit, je ne sais pas trop combien de temps il y a eu de retard, mais voilà, c'est classique en fait, et je blâme personne là-dessus, c'est tout à fait habituel sur des équipements de cette ampleur d'avoir quelques mois de retard, c'est pas non plus colossal. Et sur la question de la gestion, elle est en plein travail, en pleine négociation avec les clubs. C'est pas évident en fait de faire cohabiter différents usagers dans un équipement de ce type. Donc vous voyez, même si
même si peut-être que je ne soutiens pas totalement le projet à son départ, je le suis de très près, je le connais quand même bien, même si c'est pas moi qui le gère. Et d'ailleurs, Jean-François Bécu pourrait vous en parler beaucoup mieux que moi, mais il fait un travail très rapproché et très fréquent avec les clubs sur le sujet, et on espère que ça va avancer prochainement, parce que ce sont des différences en fait dans les utilisations, les types d'utilisation qui ne sont pas habituels à gérer, y compris pour les clubs, donc ça prend un petit peu de temps de s'expliquer, de trouver des solutions qui conviennent à tout le monde, c'est comme ça la démocratie. Merci. Oui, vous évoquez dans les raisons qui ont contribué à ce retard la mise en œuvre. Donc là, il est évident qu'on a affaire ici à un ouvrage en béton de haute qualité, et cette qualité était très difficile à obtenir de l'entreprise. Il a fallu bloquer le chantier pour trouver des solutions qui n'ont pas toutes été trouvées. Donc c'était aussi endémique à la nature même du projet. Par ailleurs, les attributions de locaux, dans la mesure où on dit en cours d'étude, ce qui était complètement pas prévu dans la programmation, hein, normalement, encore une fois, c'est un dossier qui aurait mérité d'avoir un programme complet et ensuite une réalisation. Ce n'est pas le premier où ça n'a pas été le cas. Donc là, il y avait un projet de stade avec 2 tribunes. On a dit, tiens, on va y coller le parking dessous. Allez, c'est une bonne idée. Du coup, le stade, il s'est surélevé d'un étage. Donc ça a libéré des tas d'espaces autour qui ont créé des surcoûts et qui n'ont même pas trouvé à ce jour encore une utilisation pour certains, notamment sur la petite tribune. Merci, monsieur Bouchet. Vous pourrez continuer en dehors de cette instance si vous voulez parler de ce sujet. Moi, je voudrais simplement... je suis prêt à lire tous les documents qui auraient été actés avant que nous arrivions sur la juste évaluation de l'équipement et sur les engagements fermes pris par celles et ceux dont vous disiez à l'époque qu'ils seraient au rendez-vous. Je n'en ai pas trouvé à l'agglo. Je n'en ai pas trouvé à la région. Non, non. Et la seule délibération qu'il y avait, c'était une délibération de 2 millions d'euros. C'était marqué d'ailleurs de mémoire pour le stade de Montget au département. 2 millions, ça s'appelait comme ça, le stade de Montget. Je connais bien ce dossier, vous pouvez vérifier. Et nous sommes allés chercher 13 millions d'euros supplémentaires par rapport à ce qui était engagé à l'époque, pour une évaluation qui avait été faite dans un conseil municipal où vous siégez pour une réalisation à 11 millions d'euros. On en est bien loin, mais c'est le propre de ces grands chantiers qui, dans leur déroulement, amènent leur lot de surprises, d'amélioration du programme, comme vous l'avez fait pendant 8 ans sur le musée savoisien, dont aujourd'hui on se réjouit de sa qualité et de sa livraison. Voilà. Je ne vais pas vous répondre sur la Cassine, parce que vous pouvez abuser des gens qui ne connaissent pas le dossier, mais leur transmettre un plan d'une gare routière qui n'utilise même pas le rez-de-chaussée du parking qui a été construit montre que c'était sans doute une esquisse comme ça. Mais je veux croire que sur ces 2 dossiers, vous étiez loin d'être associés. Sinon, ce serait de la mauvaise foi. Je ne vous en crois pas capable dans votre intervention. Donc c'est vraiment, vous étiez très loin de ces 2 dossiers. Voilà. Alors, et on suit les choses avec le maître d'œuvre chambérien d'une façon très précise, qui pourrait vous dire que le stade n'est pas encore réceptionné et qu'il y a encore des entreprises qui travaillent, notamment le lot serrurerie, qui n'est pas allé aussi vite que le maître d'œuvre le souhaitait, parce qu'il y a eu aussi une crise qui fait que les matériaux eux-mêmes ont pris du temps à être livrés à cette entreprise, qui est une entreprise de qualité d'ailleurs, qui est installée sur le bassin chambérien. Voilà, les choses avancent. Maintenant, je vais vous mettre au vote quand même ce rapport. Je vais aller prendre un peu d'originalité en demandant qui est contre. Personne. Qui est pour? Levez la main.
Qui ne participe pas au vote? Qui ne participe pas au vote? Je fais comme je le souhaite. Et qui s'abstient? Ah, alors William n'a pas compté. Alors qui s'abstient? Non, non. Qui ne participe pas au vote? Allez. Vous me dites quand vous êtes. C'est bon. Qui est pour? C'est bien, merci. Le rapport est donc adopté, on va vous le dire